Bonjour à toutes, bonjour à tous les newpreneurs, c'est mercredi et comme tous les mercredis, un nouvel épisode paraît, recueillant le témoignage d'un ou d'une entrepreneur expérimenté, le tout accompagné de son hôte, Cyprien, moi-même. Je vous invite à vous installer confortablement, à monter le son et je vous souhaite surtout une très bonne écoute. Aujourd'hui, nous sommes avec Timothée Sommet. Timothée, comment vas-tu? Bonjour Cyprien, bonjour à tous. Écoute, tout va bien, tout va bien. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui. Donc Timothée, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants et je suis dirigeant entrepreneur dans le numérique depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai monté, plusieurs sociétés, dont 2 qui m'ont fait vivre, que j'ai vendues. La dernière en date s'appelle Tilki, créée en 2014, et revendue il y a 2 ans à un groupe lyonnais qui s'appelle Efalia. Donc Tilki, c'était un logiciel pour les commerciaux et Falia agit dans le milieu de la dématérialisation, tout ce qui est gestion électronique de documents, automatisation des process, etc. Et aujourd'hui, j'accompagne Falia, je continue à bosser pour eux avec 3 missions principales. La première, la transmission de Tilki, forcément. La deuxième, mes premières amours, moi je suis un profil tech, je suis ingénieur et CTO d'origine, donc je les accompagne sur les infrastructures d'hébergement, donc tout ce qui est SaaS, Software as a Service. Et la dernière mission qui me tient le plus à cœur, c'est d'accompagner la société, le groupe, sur un processus de décarbonation des activités et de bascule en entreprise à mission. Voilà, donc je fais tout ça aujourd'hui en 3/5 et le reste du temps, je peux le consacrer à des activités bénévoles. Hem, je suis actif dans plusieurs associations avec 4 grands piliers que sont l'éducation, l'environnement, l'accueil des réfugiés et l'entrepreneuriat. Et en particulier, je passe pas mal de temps en ce moment sur notre habitat collectif qu'on a monté avec des copains. Donc maintenant j'habite, en Bourgogne, dans un château qu'on a acheté à plusieurs. Voilà, c'est tout. Pour continuer un peu sur ce château, on va pas s'éterniser, mais donc c'est quelque chose que vous avez racheté avec des amis et le but c'est d'y vivre, en «colocation» entre guillemets dedans? Oui, alors colocation, le terme est c'est vraiment de l'habitat partagé. En France, il y en a à peu près 3 000 des habitats, partagés, groupés, habitat collectif, ça a plusieurs wordings. Le concept, c'est, même si chaque habitat est légèrement différent, chez nous, en tout cas, le concept, c'est d'habiter ensemble pour pouvoir mutualiser le maximum de choses, y compris les espaces. Ce qui veut dire que même si on a un site aujourd'hui qui fait 1800 mètres carrés sur 2 hectares, les espaces individuels sont minimum, entre guillemets, donc 60 mètres carrés pour un couple et à peu près 100 mètres carrés pour une famille avec 2 enfants. Et tout le reste, on le partage. Donc ça permet de sortir du paradigme de la maison individuelle de 2 à 300 mètres carrés pour 2 ou 3 personnes. Ça permet de mutualiser tous les objets de la vie courante qu'on utilise, 1 fois par mois. Hem Et puis ça permet aussi de vivre une aventure, humaine, et d'aller vers plus de résilience aussi. Tu vois? Avec un site comme ça, on peut se permettre d'expérimenter des choses comme, la récupération d'eau, évidemment tout ce qui est, autour du l'électricité solaire et autres, et plus. Voilà. Yes, et comme tu l'as dit, c'est avec des amis, donc ça doit être quand même, une ambiance, vachement sympa, j'imagine? Y c'est pas long fleuve tranquille, il y a des hauts et des bas. Quand je dis amis, en réalité, c'est OK. plus des copains. Il y en a certains qu'on connaissait depuis, 2-3 ans avant de se lancer et d'autres 2-3 mois. Donc c'est pas non plus des amis de 10 ans. Hem, mais on apprend du coup, en ce moment à se connaître, et ouais, il y a des moments de tension, hein. C'est sûr que ça amène, la promiscuité, les choix qu'on doit faire ensemble amènent de temps en temps des tensions. Mais globalement, franchement, ça se passe bien et en tout cas, nous, on est au bon endroit. C'est ce qu'on veut vivre en ce moment.
Magnifique. Et donc pour retourner un peu sur le fil conducteur de cet épisode, est-ce que tu pourrais nous dire, comment tu as commencé à entreprendre? Parce que tu as cité plusieurs boîtes, avant ça. Mmh. Alors le comment et puis tout dépend ce qu'on appelle, entreprendre. Parce que pour moi, le fait d'entreprendre dépasse largement le cadre de créer une société. Donc dans ce cadre-là, j'entreprends ouais, depuis que je suis gamin, voilà, j'ai toujours été assez leader pour expérimenter, pour lancer des choses, je pense que ma 1re, petite entreprise, c'était le bureau des élèves quand j'étais en école, d'ingé, où j'ai eu la chance de prendre la présidence. Voilà, donc c'était ma 1re, je pense vraiment expérience, comme ça d'entrepreneuriat avec une équipe, un budget, et on anime des projets. Et maintenant, je pense que ta question était plutôt tournée sur la partie entreprise. Hem, je pense que j'ai toujours voulu créer une boîte, en tout cas aussi loin que je m'en souvienne, depuis que j'ai 12-13 ans. Tu vois? Je c'est à peu près de la 4e. Hem, j'ai mis ça un peu de côté parce que c'était important, surtout dans ma famille, de faire des études. Voilà, donc ouais, et comme j'avais pas trop de soucis, à l'école, bah, voilà, c'était assez logique de poursuivre cette voie-là. Et à la suite de mon 1er boulot, qui était chez un éditeur de logiciels start-up à Paris, j'ai eu une petite, j'étais un peu moins à l'aise avec la proposition de valeur, en tout cas le fait de c'était un outil d'optimisation et le fait de permettre à des grands groupes, de gagner plus d'argent, bon, pourquoi pas, mais c'est pas ça qui me faisait triper. Du coup, j'ai démissionné, je suis parti de cette structure en très, très bons termes, hein. J'ai appris énormément de choses là-bas, mais voilà, c'est pas le sens que je voulais donner à ma vie. Et du coup, gros coup de balancier, je suis parti avec Médecins sans frontières, faire quelques missions, principalement en Côte d'Ivoire et Haïti. Et au retour de ces missions, bah, là, je me suis dit que c'était le moment pour effectivement, créer une société. Donc je savais pas forcément trop dans quoi. Le truc que je savais faire à l'époque et qui rencontrait enfin, il y avait un vrai marché, c'était les sites internet. Alors on est dans les années 2006. 2006, les sites internet à l'époque, c'était encore du code HTML, JavaScript, voilà, tout à la main. Les frameworks comme WordPress n'existaient quasiment pas, enfin c'était vraiment les prémices. Et je trouve que j'ai pris le train en marche, grâce à un copain qui m'a montré WordPress, bon, je me suis dit que c'était un très bon outil, donc j'ai choisi celui-là un peu par hasard, bon, qui est devenu maintenant, l'un des outils prédominants quand on veut faire du site. Voilà, donc plus concrètement, je me suis retrouvé à faire pendant, une, 7-8 ans de l'implémentation de sites ou d'outils, globalement numériques en ligne à partir de WordPress, Magento qui est son pendant pour faire des boutiques e-commerce et Sugar CRM pour faire du CRM. Voilà. Très clair. Et donc c'est intéressant parce qu'on n'en a jamais trop parlé sur ce podcast. On partait toujours du principe que entreprendre égale créer une boîte. Mais comme tu l'as dit, en Mmh. tout cas dans ton cas, c'est un peu plus large que ça. Tu pourrais nous, comment dire, nous expliquer un peu ce que tu entends toi par, entreprendre, en général? Ouais, pour moi entreprendre, je reprends la formulation d'une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, dont je suis bénévole qui intervient dans des écoles, collèges, lycées, pour, expliquer aux jeunes justement cette notion d'entreprendre. Pour moi, entreprendre, c'est, être moteur de sa vie. Voilà, c'est prendre les choses en main, ni plus ni moins. Donc ça peut être je prends les choses en main dans son boulot, auquel cas ça voudrait dire effectivement, éventuellement créer une entreprise, mais ça veut aussi dire, s'impliquer dans sa vie dans la vie locale, dans des associations, voilà, c'est pas forcément créer une entreprise, c'est juste ne pas subir pour moi, l'entrepreneuriat. Et c'est être acteur de sa vie en quelque sorte, quoi. Et Tout donc à tu nous as fait. dit que, en tout cas dans ta famille, ils étaient plutôt à fond sur les études. Donc tes études, tu les as fait par rapport à ton profil technique, plutôt des études, comment dire? Des études techniques, oui, ou tu es allé plutôt sur des études de commerce pour, comment dire? Des études un peu plus classiques dans l'entrepreneuriat?
Non, je suis ingé, j'ai fait une école d'ingénieur généraliste, même s'il y a une dominante, électrotechnique et numérique. Hem, la logique, elle était assez simple à l'époque, hein. J'avais un niveau dans les matières scientifiques, d'abord clairement, je préférais largement les matières scientifiques, au reste. Hem, voilà, j'ai suivi, ce chemin-là. Je savais vraiment pas ce que je voulais faire, mais comme, pour caricaturer, j'étais bon en maths, de toute façon, la question se pose pas trop. Tu es bon en maths, tu fais une école d'ingé et puis après on verra bien. Et ça restait, en tout cas à l'époque, c'était, la voie qui ouvrait le plus de portes, voilà, et qui permettait à l'inverse de se fermer aucune porte. Donc «bêtement» entre guillemets, j'ai suivi ça. Je suis très content d'avoir fait ce parcours-là, parce que ça me permet d'avoir, quand même un peu plus qu'un vernis technique. Hem, je vois bien que c'est des choses que j'apprécie beaucoup, j'adore, encore, être dans des problématiques techniques, même si effectivement la majorité de mon boulot aujourd'hui, se trouve dans de l'organisationnel, et des choses qui sont peut-être un petit peu moins liées à de la tech. Mais je pense que le mouvement est beaucoup plus facile, passer du tech à autre chose pour eux, que l'inverse. C'est assez rare de voir quelqu'un qui fait d'abord une école de commerce, puis une école d'ingé. Yes, et donc tu as fait un parcours tech comme tu l'as dit. Ces infos peut-être, commerciales, qu'on peut tirer d'une école de commerce, elles t'ont jamais manqué quand tu t'étais, lancé avec ta première boîte? Non, non. Ce qui m'a là où j'ai appris en fait à être dirigeant, et entrepreneur, mais pour moi une école de commerce, j'attends la controverse, mais pour moi une école de commerce ne prépare de toute façon pas au métier de dirigeant et d'entrepreneur. Ça donne des bases effectivement, de commerce, de compta, quelques éléments techniques, mais c'est pas le sujet quand on veut entreprendre. Et donc ces éléments, de posture entrepreneuriale, je les ai trouvés, dans une association qui accompagne les dirigeants, qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, le CJD, dont je suis membre depuis, 2008, donc juste après la création de ma première boîte. Et c'est vraiment là, en suivant, des parcours de formation, en pouvant collaborer avec mes pairs, mes copains, dirigeants entrepreneurs, que j'ai pu, heu, voilà, progresser dans ma posture. Yes, et comme tu l'as dit un peu plus tôt, je reviens là-dessus, tu as travaillé chez Médecins sans frontières, c'est magnifique. Tu es aussi passionné, enfin passionné, en tout cas tu t'engages dans diverses causes, l'environnement, l'éducation, l'accueil des réfugiés et l'entrepreneuriat, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu penses, Mmh. Mmh. parce que si je ne m'abuse encore une fois, tu t'es pas lancé, tu as pas créé de boîte dans ces domaines-ci? Enfin, l'entrepreneuriat si, en soi. Mais donc est-ce que tu penses que c'est possible Mmh. de mixer, comment dire? Boîte lucrative et ses thématiques? Oui, après faut qu'on s'entende sur la lucrativité. Tu vas, je pense, vers un champ, qu'on va rassembler, sous l'acronyme de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Il y a énormément de belles, organisations, quel que soit leur, modèle juridique, société, association ou autre, de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui fonctionnent très, très bien et qui ont aussi une lucrativité, qui n'ont rien à envier à des sociétés, commerciales. Je suis en particulier trésorier, de plusieurs associations, qui ont des hauts de bilan, supérieurs aux boîtes que j'ai pu créer, et qui, génèrent, on peut pas parler de bénéfices pour une association, mais en tout cas suffisamment, heu, pour pouvoir continuer à investir. Après le modèle économique est un petit peu différent et effectivement il est plus complexe aujourd'hui que les sociétés, purement commerciales, heu, à but lucratif. Sachant que, tu m'emmènes peut-être un peu trop tôt, mais sachant que pour moi, on est on est à un carrefour, limite de civilisation, induit par, le dérèglement climatique et toutes ses conséquences, hein, qui fait qu'on ne peut plus aujourd'hui pour moi créer, et continuer à exploiter des sociétés qui n'ont pour seul objectif que de maximiser, le revenu des actionnaires. Voilà, ça
Ça n'est plus possible. Si une société n'a pas une raison, une mission qui soit une raison d'être, pardon, une mission qui soit en faveur de l'intérêt général, eh bien ça passe plus, compte tenu de la limitation des ressources. Alors je pourrais développer si tu veux, mais je suis pas sûr que ce soit le centre du podcast. Mmh. Yes. On en reparlera, mais plus tard dans l'épisode. Comme tu le dis, c'est pas le centre du podcast, c'est quand même un Mmh. podcast sur l'entrepreneuriat. Donc pour continuer sur cette thématique-ci, donc tu avais fondé une boîte qui s'appelait Mmh. Oxfose. Est-ce que, comment dire? Pour commencer, est-ce que c'est toi qui avais trouvé le nom de cette entreprise? Alors, tu vois, je me souviens plus. Je me souviens que j'avais fait appel à quelqu'un pour le logo et le nom. Je crois que c'est moi qui ai trouvé le nom et derrière il m'a fait le logo. Mais honnêtement, je peux pas mettre ma main à couper là-dessus. Tu vois, c'était il y a longtemps. Heu, Maintenant le corollaire, enfin tu m'amènes à réagir là-dessus. Le nom d'une entreprise, c'est à la fois important, c'est à la fois, la première chose, que tu donnes, ce que les gens vont retenir, donc il faut qu'ils répondent à ces objectifs-là et en même temps, ça reste un détail, d'accord? C'est pas le nom qui fait, l'activité. Hem, donc pour moi, enfin, tu vois, j'avais commencé l'activité typiquement avant d'avoir un nom, avant d'avoir des cartes de visite, avant de voilà, même avant d'avoir des statuts. Ça, c'est un truc que j'entends assez souvent, donc j'ai accompagné une petite centaine d'entrepreneurs, sous différents dispositifs d'accompagnement, principalement du territoire, lyonnais et ça, c'est un pattern que je retrouvais souvent, c'est, «Ah non mais attends, on n'a pas déposé nos statuts, voilà, on n'a pas de statut, on n'a pas de cabis, on peut pas, on peut rien faire». Non, en fait, il y a 1000 choses que tu peux faire, que tu dois faire avant de déposer le cabis. Le cabis, c'est juste une étape dans le chemin de l'entrepreneuriat, mais c'est une seule des étapes et ça doit certainement pas être la première. Oui, c'est ça, c'est Mmh. pas la première, il y en a d'autres. En parlant de ces étapes, est-ce qu'il y a eu, dans le lancement de cette activité des phases, difficiles, que vous avez vécues? Ouais, hem, déjà, tu vois, je réagis sur le «vous». Sur Oxfo, j'étais tout seul. Je l'ai lancé seul, j'avais pas OK. d'associés. J'ai eu des collaborateurs, au bout de 2 ans d'activité et je suis monté à une dizaine, douzaine de collabs, au plus haut, mais c'est pas pareil. Donc de tout porter seul. Donc ça, c'était une première difficulté pour moi. Hem, J'étais aussi un bébé entrepreneur, donc beaucoup d'erreurs. Hem, le fait d'être je me souviens le fait d'être au four et au moulin, de tout faire, vraiment tout, à la fois, du management des RH, gestion financière, hem, la gestion de projet, du code, enfin voilà, tout le temps. Donc je bossais autour de 80 heures par semaine, hem, pour arriver à tout faire, jusqu'à ce que j'arrive à changer de paradigme et ouais, je me souviens dans les difficultés, tu vois, la première, je pense, c'est d'assurer d'avoir un niveau de trésorerie suffisant pour, payer tout le monde. Et quand tu vois arriver la fin du mois et que tu sais pas comment tu vas pouvoir payer les salaires de tout le monde, bah, je te garantis que tu dors pas très bien. Voilà. Ça fait partie des difficultés, que je retiens, qui m'ont forgé. Mmh. Justement, ça t'a forgé, mais est-ce qu'avec le recul, tu regrettes pas de t'être lancé seul pour une première fois? Pas forcément, ça correspond aussi à mon caractère. J'aime bien expérimenter, bidouiller, et voilà, quitte à me prendre des murs, et voilà, trouver des solutions. Je c'est pour moi, il y a pas non plus de règle, tu vois? La règle qui est de dire: «Il faut monter une boîte à 2 ou 3, je sais pas. Heu et puis, être entrepreneur,
c'est par définition, c'est pas lié à un projet. Ce projet Oxfose, je l'ai créé et accompagné pendant 8 ans. Et puis derrière, déjà en parallèle, j'en avais eu d'autres, et puis derrière, j'en ai eu d'autres et il y en aura encore d'autres. Donc c'est indépendant de la posture, ça fait partie des projets qui m'ont permis de progresser dans mon parcours, dans ma posture d'entrepreneur. Hem et qu'est-ce que je ferais différemment? Je sais pas si je pense que j'avais besoin d'expérimenter tout seul à ce moment-là. Hem, Demain, par contre, si je remonte un projet, je pense que j'irai chercher des associés. Enfin, c'est même certain. J'irai chercher des associés, mais tu vois, à l'époque, dans mon parcours de vie, c'est ce dont j'avais besoin, je pense. Mmh. Yes. Puis comme tu dis aujourd'hui, tu nous as dit que tu avais 45 ans, j'imagine Mmh. que tu as des enfants, une famille, oui. C'est vrai que se lancer sans s'associer 80 heures par semaine, ça devient de plus en plus compliqué, j'imagine, Ouais, ça fait avec le partie temps. des questions que je me pose, tu vois? Aujourd'hui, je suis en transition. Cette mission chez Falia, va durer le temps qu'elle va durer, mais il y aura probablement une fin, bientôt. Et la question se pose sur la suite. La question se pose de entreprendre de nouveau ou pas. Enfin, quand je dis entreprendre, créer une autre société ou pas. Parce que je considère que je resterai toujours entrepreneur de ma vie. Hem Et oui, avec la question de cette injonction, potentiellement contradictoire en tout cas moi le modèle d'entrepreneuriat que je connais, il est très consommateur de temps, d'énergie. Est-ce que c'est compatible, avec les envies que j'ai maintenant? C'est pas forcément une question tu vois, de charge de famille ou autre, c'est juste que maintenant j'en ai plus envie. Voilà, j'ai envie de passer à un autre paradigme, et non pas, seulement parce que je suis vieux, mais, en tout cas plus vieux, mais aussi parce que, heu, je prône une certaine décroissance ou en tout cas une recroissance, post-croissance, c'est-à-dire de choisir, là où on va mettre son énergie et je suis pas certain de vouloir remettre 70-80 heures par semaine, d'énergie au service d'un projet, quel qu'il soit. Ça me semble pas équilibré. Yes, et donc en tant que CEO de Oxfose, tu devais gérer des équipes, gérer un projet. C'est quelque chose donc que tu savais déjà faire avant de te lancer dans cette boîte? Quelque chose que tu Non, gérais déjà correctement? non, non, même si je l'avais fait. Gérer des équipes et des projets et des budgets, je l'avais fait, en particulier au BDE, mais dans d'autres contextes, tu vois? Même quand j'étais plus gamin, les scouts, déjà, ça t'apprend un peu à faire ça. Mais, avec toutes les lacunes aussi, et puis, personne en réalité, enfin, une très petite proportion de gens sont en capacité pour moi, de faire, typiquement du management, comme il faut. C'est extrêmement complexe de gérer l'humain et ça demande déjà une très bonne connaissance de soi, savoir quels sont ses ressorts, ses peurs, ses faiblesses, à l'inverse, ses forces, ses façons de réagir, d'agir, de réagir. Donc déjà, bien se connaître pour pouvoir éventuellement arriver à piloter, à motiver, une équipe. Donc c'est le travail d'une vie. Alors moi je n'étais pas très bien outillé, heu, voilà, le management c'est pas ma force, donc j'y travaille, j'ai beaucoup travaillé et je continue à travailler. Hem, voilà, c'est certainement pas là où je suis le meilleur. Donc à part sur le terrain, comme tu as pu l'apprendre toi pour gérer des équipes, est-ce qu'il y a d'autres moyens peut-être d'apprendre des équipes qui sont aussi, efficients, aussi efficaces? D'apprendre à gérer, tu veux dire? Heu, ouais, pour moi, c'est l'expérimentation. Tu peux apprendre ce que tu veux, à l'école, sur le management, je vois mal comment tu peux faire sans y être confronté. Yes, et donc nous voilà maintenant en 2014, tu décides de vendre Oxfose, c'est ton premier exit donc si je me trompe pas, t'as pas eu de regrets sur les termes de l'exit, etc. Ça s'est bien passé en général?
Non, c'était une chance à plus d'un titre parce que je commençais à en avoir marre, avoir fait le tour. Euh, donc voilà, j'avais envie de passer à autre chose. C'est d'ailleurs pour ça que en parallèle, j'ai monté avec Sylvain Tilki. Et au début, le projet Tilki était juste un side project. On avait chacun nos sociétés principales dont on tirait nos revenus. Et puis on faisait ça soir et week-end en gros pour s'amuser. Jusqu'à ce qu'en fait ça prenne de l'ampleur. Et on reviendra après dessus. Et c'est ce qui m'a amené du coup à vendre la boîte, enfin à vendre Oxfos pour pouvoir me concentrer sur le développement de Tilki et que ça reste, voilà, que je puisse basculer à fond sur Tilki et consacrer la majorité de mon temps. Du coup, c'était totalement choisi. Euh, ça s'est vraiment bien passé. J'ai eu la chance de tomber sur Alexandre, qui est devenu vraiment un ami par la suite. Les conditions financières étaient tout à fait honnêtes, respectables. Je pense des deux côtés, ça a été un win-win, comme on dit. Donc non, c'est vraiment une bonne expérience d'exit. Voilà. Ok, super. Et donc, comment ça s'est passé pour trouver donc, ton repreneur? C'est toi qui le cherchais activement? Tu t'es fait contacter plutôt? Enfin, j'avais commencé à dire effectivement que je cherchais un repreneur, et là c'est par le réseau. C'est un autre copain qui m'a mis en relation avec Alex, qui était en train de s'implanter en fait dans la région lyonnaise. Il venait d'ailleurs, et du coup ça lui permettait d'avoir un tremplin, enfin tu vois, pas de partir zéro. D'accord. Et donc, en 2013, vous vous lancez sur Tilki avec ton associé, avec Sylvain. Est-ce que vous avez lancé directement, vous avez fait une levée de fonds directement en 2013 aussi? On l'a lancé en 2013, mais on a levé en 2014. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous parler plus en détail de cet exit, comment ça s'est passé, etc. Ouais. Compliqué de refaire le match avec après 10 ans maintenant. Parce que moi j'ai l'impression que j'en ai eu, c'est que c'était facile. En fait, bon, d'une part, Sylvain, mon associé, est prof enfin, d'entrepreneuriat et en particulier de pitch et de business plan à l'EM, Lyon. Donc, on était plutôt bien équipés. Et en fait, si on a fait une levée de fonds et si on a lancé Tilki, on s'est consacré à 100% sur Tilki, c'est parce que bah, justement les investisseurs ou autres, en tout cas l'écosystème lyonnais, nous renvoyaient des signaux hyper positifs. C'est vraiment eux qui nous ont dit mais allez-y, il faut allez-y à 100%, il y a vraiment un truc, voilà. Donc, alors comme toute levée de fonds, c'est frustrant, ça prend du temps, il y a des hauts et des bas, il y a des gens qui te disent non, il y a des gens qui te disent que c'est de la merde, enfin, qui s'y croient pas, blablabla. Mais en réalité, moi vraiment j'ai du mal à me souvenir du détail de cette période-là, mais j'en retiens que c'était assez smooth, que ça a duré donc voilà les 4-6 mois classiques d'une levée de fonds et au final on a réussi à intéresser euh, 3 fonds principaux et une quinzaine de business angels, donc voilà, ça a bien passé. Nickel. Et au final, donc, est-ce que en général, les levées de fonds, c'est toujours la même durée, ou en tout cas dans ton cas? Ouais, c'est à peu près la même durée. Parce qu'entre, je prends Tilki, la plus récente quand même, entre la décision et la date de closing, enfin de signature, le closing, on a mis 7 mois, je dirais. Donc c'est l'ordre de grandeur, hein. D'accord, ok. Et donc voilà, Tilki, tu t'es lancé avec Sylvain, super. Avant ça, c'était Okfos, donc maintenant, Tilki, effectivement, t'es fort de ton expérience de Okfos, t'as appris tes erreurs, etc. En plus, là, t'es entouré, comme tu l'as dit avant, si je me souviens bien, sur Oxfos, t'étais seul, si je me trompe pas, ouais. Et voilà, donc est-ce qu'au final, tout ce cumulat de choses, ça fait que ça s'est mieux passé ton expérience chez Tilki? Oui, il y a plein de facteurs qui fait que ça se passait mieux. Effectivement, l'expérience, le fait de pas porter tout seul, le fait d'être dans sa zone de confort aussi.
c'était assez facile. On était le binôme parfait. Un Angers, un qui sort d'école de commerce. Donc la dichotomie des missions, elle est simple. Donc moi j'étais sur la tech, le produit, voilà, R&D et la finance parce que c'est des choses qui m'intéressaient. Enfin, au fur et à mesure. Au tout début, je pense que c'était Sylvain qui était principalement là-dessus. Bref, et lui était sur marketing, sales. Voilà, donc on se complétait très très bien. Donc c'est aussi, ça simplifie quoi. T'as pas à aller sur des trucs où tu galères. Euh, et puis, bah, le fait d'avoir levé des fonds, ça a des inconvénients. Mais je te disais tout à l'heure que quand avec Oxos, quand t'as pas la trésor suffisante pour payer les salaires, tu dors moins. Bon, bah, à l'inverse, quand tu as 1 million sur un compte, voilà, c'est moins grave. Tu sais que tu vas t'en sortir. Tu as le temps de prendre des décisions, d'expérimenter, voilà, sans avoir cette pression financière quotidienne. Et ça libère. Yes, yes, tu m'étonnes. Et mais en général, quand t'es entrepreneur, on pense souvent qu'entrepreneur, c'est gagner beaucoup d'argent, etc. Mais en réalité, est-ce que tu arrives à te verser, par exemple, un salaire tous les mois? Non, mais, enfin, ce qui se met le mien. En fait, la variable d'ajustement, et c'est une des principales erreurs d'entrepreneurs, c'est que, enfin, pas souvent, les entrepreneurs sont la variable d'ajustement. Ils commencent par payer leur collab. Alors, enfin, surtout quand c'est des petites boîtes, hein, quand on est 2, 3, 4, 5. Et puis, bah, du coup, s'il reste de l'argent, on se paye. Ça, c'est vraiment une erreur. Euh, voilà. Et je me souviens très bien d'un copain qui m'a dit que lui, c'était pas compliqué. Il avait un virement automatique. Puis il avait fixé un niveau de rémunération qui était tenable par la société. Et il a un virement automatique qui, voilà. Donc, il n'y avait pas de question à se poser. Ça partait tous les mois. Et puis après, bah après, s'il y a un problème de trésor, oui, ça se travaille. Il faut regarder. Il y a du découvert de la banque, il y a tout un tas de solutions pour aller traiter ça, mais pas rogner sur sa rémunération. Attention, rémunération raisonnable. Mais tu vois, au début, je me payais au SMIC. Et encore, au tout début, je me suis pas payé pendant les 2 premières années. Euh, enfin, même pas le SMIC dans les 2 premières années. J'avais pas de chômage, donc il fallait bien que je retire un petit peu quand même. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai pu monter un peu, mais ça restait des choses raisonnables. Évidemment, ouais. Et donc, Tilki, voilà, tu t'es lancé avec Sylvain. J'ai cru voir que tu avais fait beaucoup de postes là-bas, beaucoup de rôles, CTO, CISO, etc. Tu pourrais nous en dire peut-être un peu plus? Il y a eu plusieurs. Au début, j'étais vraiment pur CTO. Après, j'ai pris aussi des fonctions de DAF. Et puis, au départ de Sylvain, en 2020, bah là, j'ai repris l'ensemble des mandats, effectivement, plutôt, donc avec une posture CEO, CTO. Et j'avais bah, une équipe derrière, des associés aussi, pour aller sur les rôles sur lesquels j'étais moins à l'aise, en particulier sales marketing. Yes, yes, yes. Et donc, DAF, par exemple, tu pourrais expliquer ce que ça veut dire l'acronyme? Ouais, DAF, c'est le gros, enfin en gros, hein, c'est le directeur administratif et financier. C'est celui qui s'occupe de la compta, finance, juridique. Voilà. Yes. Et donc, tout ça, c'était des sujets qui t'intéressaient, toi, personnellement? Ouais, clairement. Clairement. Mais c'est des sujets, en fait, la finance, d'une part, qui m'intéresse. Je suis issu d'une famille de financiers, expert comptable. Et puis, ensuite, il y a une certaine logique parce que dans des boîtes comme Tilki, où il y a beaucoup d'innovation, donc on était JEI, Jeune Entreprise Innovante, on touchait, enfin, on utilisait le CIR, le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation, CI. Et du coup, en tant que CTO, je me retrouvais de toute façon au centre des débats, des sujets sur la finance. Pareil, il y a beaucoup d'aides qui sont soumises à des règles d'innovation. Il faut faire des projets pour montrer que tu innoves, etc. Je pense à toutes les aides de BPI. Euh, Bah, du coup, de toute façon, j'étais au centre de tous ces sujets-là. Donc, allez, autant tout gérer, c'était plus simple.
Yes, c'est ça, ouais, autant tout gérer. Mais tout faire tout seul après, c'est pas possible. Donc, vous avez dû, j'imagine, vous entourer, recruter, etc., etc., non? Ouais. Et yes. Et donc, c'était quand ces premiers recrutements? Juste avant la première levée de fonds. Donc, on a recruté, enfin, je crois qu'on a dû lever en juin 2000, enfin bref, ou été 2014, et on a dû recruter en début d'année 2014 un premier collaborateur. Et sur l'aventure Tilki, on a recruté plus d'une centaine de personnes. Ah, quand même, plus d'une centaine de personnes. Ouais, c'est conséquent. Ouais. Et yes. Et donc, comment ça se passait? C'était toi et Sylvain qui recrutiez ensemble? Plutôt toi, plutôt Sylvain? Alors, clairement, Sylvain, là-dessus, a beaucoup plus de qualité que moi. Moi, j'ai beaucoup de mal en entretien, tu vois, au bout d'une heure, de ça, à déterminer si ça va le faire ou pas le faire. Franchement, moi, j'ai besoin d'expérimenter, de tester, qu'on travaille ensemble, et puis voilà, au bout d'un mois ou deux, on voit si ça colle ou si ça colle pas. Donc, enfin, Sylvain était plus, du coup, logiquement, en front sur le recrutement. Après, ça dépend aussi des types de recrutement. On avait aussi une logique où chacun recrutait son équipe. Tu vois, même s'il pouvait y avoir des vétos. Euh, voilà, mais je recrutais mon équipe tech, Sylvain recrutait son équipe tech. Je caricature un peu. Ok, mais donc 100, ouais, 100 c'est quand même énorme. Caricature, du coup, c'était quoi? C'était du. Il y avait plus de recrutement financier, tech, etc., etc. Ou... Alors, tu vois, 100, c'est au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on n'est jamais monté à 100. Au pic, on a dû être 40 et quelques. Mais il y a du turnover. Tu vois, en dizaine d'années de boîte, forcément, ça bouge, les équipes. Mais non, la caricature est assez bonne, c'est-à-dire que c'était globalement réparti à 50-50 entre tech et R&D et sales. Euh, Forcément quelques fonctions transverses, support, mais pas beaucoup comparé au nombre de devs et de commerciaux, comme des deux grosses équipes. D'accord, d'accord. Et donc, vous recrutiez quand même pas mal, 40, c'est quand même beaucoup en vrai. Et qu'est-ce qui faisait donc que vous vouliez ou que vous pouviez recruter? C'est que vous aviez besoin de recruter autant pour avancer? Euh, Bah déjà, le nerf de la guerre, il faut avoir le pognon. Pour monter à 40 personnes, il faut être en capacité de payer tout le monde, donc faut avoir, faut avoir le fric. Donc c'est ou des levées de fonds qui assurent le niveau de trésor, qui permet d'amorcer la pompe le temps d'arriver à un certain équilibre, ou effectivement bah, des niveaux de chiffre d'affaires ou d'ARF qui permettent d'autofinancer le développement. C'est l'un ou l'autre. Après, euh, euh, c'est aussi intrinsèquement lié aux besoins. L'idée, c'est pas d'embaucher pour embaucher parce qu'on a le pognon non plus. Euh, ça, c'est des choix stratégiques qui vont dépendre des besoins à court, moyen, long terme de l'organisation. Est-ce que tu as besoin de un, 2, 3, 5 commerciaux, par exemple, à horizon de 6 mois, 1 an, 5 ans? Bah, c'est ton plan de développement qui va le définir. Et après, tu trouves les ressources financières. Hmm. Et pour revenir peut-être à une question que je t'avais posée un peu en amont, j'avais pas eu une réponse. T'as fait pas mal de rôles donc, CTO, CISO, CISO. Actuellement chez Falia par exemple, t'es CIO avec un I, pas un E. Est-ce que donc tu pourrais faire un peu de vulgarisation entre guillemets, donc expliquer peut-être c'est quoi ces acronymes, c'est quoi le poste, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, alors CISO, c'est la traduction anglaise de RSSI, donc responsable de système d'information, de la sécurité en fait informatique. Euh, bon, c'est aussi lié à la fonction de CTO, avec la spécificité. Moi, voilà, tout ce qui a trait à la sécurité informatique, c'est mon dada. J'aime ça. Je suis monté en compétence au fur et à mesure depuis mon premier stage. Donc voilà, assez logiquement, j'ai gardé ça dans mon périmètre.
Et puis, l'acronyme de CIO auquel tu fais référence, c'est mon titre actuel, donc de chez Efalia, le Chief Impact Officer. Alors c'est bon, un titre qui était un peu à la mode il y a 2 ans, qui l'est moins maintenant. Ça veut juste dire que je m'occupe de cette partie RSE et impact du groupe Efalia maintenant. D'accord. Et donc sur Tilki, je crois que vous n'aviez pas de CIO. Pourquoi vous en aviez pas recruté un? C'était trop cher? C'était pas forcément une boîte à impact peut-être? Non, c'est pas, c'est aussi pas possible hein, de mettre autant de moyens pour sur le RSE impact et ça doit pas être pour moi délocalisé ou sous-traité à quelqu'un d'autre que les associés. Quand ils démarrent une boîte, c'est à deux ou trois, c'est aux associés de définir leur mission, leur raison d'être et de la piloter. Effectivement, quand tu as un groupe de 200 personnes, bon, ça devient logique et légitime d'avoir quelqu'un qui pilote ça en complément, mais le cap, il est quand même donné par les associés. D'accord. Et donc tu nous as dit que tu étais dans les Falia pour une durée indéterminée. Tu sais pas forcément si c'est prévu de relancer une boîte après. Et si tu relançais une boîte demain, est-ce que ce serait à plein temps? Est-ce que c'est possible de, par exemple, de faire tourner une boîte sans y être à plein temps? Hmm. Ça dépend vraiment. Parce que j'ai mené pas mal de projets de fond et euh, ça dépend du niveau d'implication nécessaire euh, et du niveau de maturité, voilà, de maturité d'entrepreneur. Tu vois, aujourd'hui, avec mon expérience, je peux amener beaucoup plus de valeur en travaillant 2 jours que ce que je pouvais porter il y a 20 ans, tu vois, en travaillant plein temps. Donc, du coup, ça pourrait me permettre potentiellement de mener aujourd'hui 2 projets de fond qui sont un peu impliquants. Bon, euh, c'est un premier sujet, c'est ce que tu es en capacité de faire les deux. Ensuite, il y a un deuxième sujet pour nous, c'est les investisseurs. Par contre, un investisseur, il ne le comprendra pas. Que tu lui dises, vas-y, mets plusieurs centaines de milliers d'euros dans mon projet, mais moi, j'y suis à mi-temps, non, ça passe pas ça. Il t'impose d'être 100% dédié au projet, ce qui est entendable. D'accord. Et donc en 2022, si je me trompe pas, vous avez revendu Tilki à Efalia, la boîte chez qui tu travailles encore aujourd'hui. Et donc vous avez gardé des parts peut-être? Comment ça s'est passé? Tout le monde a tout revendu? Sylvain a gardé les siennes, t'as gardé les tiennes? Qu'est-ce qui se passait? Alors, on a tout revendu. De toute façon, c'était le deal. Et dans les packs d'associés, tu as des clauses qui s'assurent que quand c'est le moment, tout le monde est obligé de vendre en même temps. Donc, c'était le cas de Sylvain, mais aussi tous les autres, parce qu'on avait des salariés qui étaient actionnaires, etc. Donc, il y a eu, je pense, une quinzaine de personnes ou de sociétés qui étaient impliquées lors de la revente, sachant que Sylvain n'était plus opérationnel depuis plusieurs mois avant la levée. Il avait conservé une bonne partie de ses actions, mais il ne travaillait plus chez Tilky. D'accord. Et donc voilà, vous avez revendu Tilki. Les raisons qui vous ont poussé à vendre cette boîte, c'était quoi? C'était assez différente, j'imagine, de celle qui t'avait poussé toi à Exit Oxford à l'époque. Ouais, ouais, avec une posture un peu différente parce que je suis en presta. Mais bref, les raisons, elles sont multiples. Mais la première, tu vois, si je dois en donner une majeure, c'est que objectivement, on a réussi à dépasser un plafond de verre. Un plafond. Euh, Tilki, ça a très bien marché au tout début. On avait des bons chiffres, une bonne croissance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pu lever une première puis une deuxième fois. Mais en fait, on n'a jamais réussi à dépasser un plafond sur à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires récurrent annuel. Euh, dans les courbes d'adoption marketing, en gros, si je caricature, on avait les early adopters, ceux qui
quand ils voient un produit comme l'autre, se disent ah, putain, c'est trop, c'est trop cool, il me faut, voilà, je vais l'acheter et je vais savoir comment l'utiliser, etc. Et on n'a jamais réussi à aller jusqu'au marché de masse. Tu vois. Euh, donc, c'est complexe d'expliquer le pourquoi, le comment. Ça, si on avait trouvé, on aurait largement dépassé ces plafonds-là. En tout cas, voilà, on n'a pas réussi à trouver en 7 ou 8 ans d'aventure les éléments qui nous permettaient de sortir des early adopters, donc d'un nice to have, et d'aller sur quelque chose qui était un must have, que tout le monde avait besoin. Donc ça, c'est la première raison. Et puis, bah, quand tu es en fait coincé dans ces logiques-là, on a beaucoup emprunté. Parce que tu sais, quand on parle de levée de fonds, en fait, les chiffres qui sont donnés, qui sont communiqués, en règle générale, il faut diviser par deux. C'est-à-dire que tu as une partie qui est effectivement du fonds, apporté par des actionnaires, des fonds d'investissement ou autres. Et puis l'autre partie, c'est de la dette, apportée par des banques. C'est vraiment classique. Hein. C'est du un pour un. J'arrive à récupérer 1 million auprès d'actionnaires, fonds d'investissement par exemple, et ben je vais automatiquement quasiment lever 1 million de dettes euh, chez un, deux ou trois partenaires bancaires. Et donc, on, on fait ce constat, on a déjà fait ce constat depuis plusieurs mois, mais qu'on n'arrivait pas vraiment, tu vois, à dépasser ce plafond. En parallèle, moi je commençais à devoir rembourser plusieurs millions aux partenaires bancaires. Euh, et du coup, avec des échéances qui devenaient de plus en plus importantes et sur lesquelles notre niveau de chiffre d'affaires ne permettait plus d'assurer. Voilà. Donc, voilà, il fallait aussi prendre une décision rationnelle de pouvoir permettre de continuer l'activité. C'était ça ce qui a guidé la décision, pouvoir sauvegarder le maximum d'emplois, garantir l'activité auprès des clients, et puis aussi permettre à nos partenaires, que ce soit financiers ou bancaires, de repartir avec le maximum de valeur. Mm. Ça me fait un peu penser à Philip Knight, le créateur de Nike, qui lui aussi avait eu des soucis, comment dire, avec avec ses levées de fonds, avec ses partenaires bancaires, etc. Est-ce que tu pourrais faire encore un peu de vulgarisation et expliquer pourquoi dès qu'on fait une levée de fonds, d'un côté donc il y a la levée de fonds et de l'autre on lève toujours auprès d'une banque. Le pourquoi, en fait, euh, l'objectif d'un entrepreneur, quand il a besoin de fonds, c'est effectivement d'en obtenir entre guillemets le maximum, et que ça lui coûte le moins cher possible. Euh, pour faire ça, quand on dit moins cher aussi, je ne parle pas forcément de rémunération et de taux d'intérêt, mais je parle aussi du pourcentage de parts qu'il va falloir céder. Parce que quand on fait rentrer des fonds d'investissement, ils ont du pognon, du capital, mais en échange, ils prennent des parts sociales. Donc, notre poids en tant qu'actionnaire, nous, fondateurs, va baisser mécaniquement. Et plus ils vont mettre, plus ils veulent en échange de pourcentage de parts. Donc l'équilibre, enfin voilà, il faut trouver un équilibre. Et l'équilibre qui est celui d'aujourd'hui, c'est de dire, bah voilà, quand je trouve un de capital, bah, en parallèle, je vais trouver une banque qui va m'apporter un, parce que oui, c'est de l'argent que je vais payer, ça va me coûter, il faut rembourser, mais en même temps, bah, ça me permet de garder un niveau de part et donc de pouvoir suffisant. Aujourd'hui, les équilibres sont à peu près sur du un pour un. C'est-à-dire que les banques acceptent de prêter quand il y a 1 euro de capital qui rentre. En tout cas, à mon époque, c'était ça. Peut-être que ça a un peu bougé. Du coup, pouvoir garder cet équilibre, cette balance entre je cède du capital et je rémunère de l'argent. Et il faut aussi que les banques prêtent, donc il faut que j'ai un niveau de fonds propres minimum.
voilà, on est sur du 1 point. Très clair. Et donc pour retourner sur cet exit, Sylvain et toi, vous aviez exit. Maintenant, tu travailles donc chez Efalia, encore un peu. Sylvain aussi travaille encore chez Efalia ou il est passé, à autre chose? Non, non, donc lui, déjà avant l'exit, il a créé un centre de formation qui s'appelle le Bahut, qui au démarrage formait à la pédagogie, donc il formait des pédagogues, des gens qui intervenir dans les organisations pour transmettre, pour permettre de transmettre des compétences, du savoir, etc. Et puis là, il a ouvert un peu le champ. Donc, le Bahut ne fait pas maintenant que de la formation à des pédagogues, mais à d'autres types de métiers. Mais c'est vraiment son truc. Son truc, c'est la pédagogie. C'est ça qui le guide depuis des années. Magnifique. Et donc, comme tu nous l'as dit, tu travailles encore un peu chez Efalia. Après le projet, donc tu sais pas trop encore si c'est monter une boîte. En tout cas, ce sera une boîte à impact si tu en lances une, dans ces prochaines années? Oui, obligatoirement. C'est le seul truc maintenant qui guide mes réflexions, que ce soit pro ou perso. Je, je cherche à la fois à diminuer au maximum mon impact personnel environnemental et à maximiser mon impact, je vais dire, sociétal. À titre perso, déjà, d'où l'habitat collectif, entre autres, de changements sur ces dernières années. Et forcément, à titre pro, ce sera pareil. Je peux pas avoir une activité euh, et bosser chez, je vais dire Total, mais je vais expliquer pourquoi après. Je peux pas bosser chez Total et me déplacer en avion toutes les semaines, d'une part, et à côté, voilà, essayer d'être irréprochable sur les aspects environnementaux à titre perso. Pour moi, c'est pas possible. Dans Total, je reviens dessus, c'est beaucoup plus complexe qu'il y en a l'air. Et typiquement, peut-être qu'il vaudrait mieux demain que je travaille chez Total, parce que arriver à faire bouger Total de 1 degré dans sa direction, ça aura toujours beaucoup plus d'impact que si demain je crée une start-up qui va mettre 10, 15, 20 ans avant d'avoir un vrai impact. Donc, faut faire attention aux caricatures. Mais bon, ça pour dire que perso aujourd'hui, je sais pas encore. Voilà, je ne sais pas encore ce que je ferai dans les prochains mois. Mais oui, il faudra qu'il y ait un impact environnemental et sociétal fort. C'est ça et en plus, si ça te permet de tirer des revenus de quelque chose de positif pour l'environnement, go, hein. Pourquoi pas créer ou tu vois, je suis pas du tout attaché au fait de créer. Au contraire, je pense même que j'aurais plus de valeur aujourd'hui au fait de rejoindre une organisation existante, que ce soit une asso ou une entreprise, euh, pour gagner du temps. C'est aussi ça. Parce que créer, bah, avant que ça puisse avoir tu vois, une certaine masse critique, etc., de toute façon, il faut du temps. Il faut 2, 3, 4, 5 ans avant d'arriver à une équipe, des fonds suffisants pour pouvoir commencer à infléchir les choses. Donc je pense que je vais plutôt rejoindre des équipes existantes, que ce soit sous forme associatif ou pas. Ça, c'est un détail. Euh, D'autant plus que je me suis libéré de la partie financière. Alors non pas parce que j'ai gagné beaucoup d'argent avec mes exits. En gros, mes exits m'ont ramené à chaque fois 1 an de salaire. Voilà, ce qu'il faut garder en ordre de grandeur. Donc c'est à la fois beaucoup d'argent, hein, enfin, et en même temps, j'ai pas fait fortune. Tu vois, c'est pas des choses qui vont me permettre de d'arrêter de travailler. Donc aujourd'hui, j'ai un capital qui m'a permis d'acheter une partie de l'habitat collectif, voilà. Mais j'ai besoin d'avoir une activité rémunérée pour vivre. La différence, c'est que maintenant, j'ai plus ni envie ni besoin d'avoir un niveau de salaire important. J'ai pu gagner autour de 4 SMIC au maximum dans ma vie. Maintenant, je ne souhaite pas dépasser les 2 SMIC. 2 SMIC, OK. Ouais, donc c'est plus, oui, c'est ça, si tu entreprends, ce sera pour, quelque chose, positif pour l'environnement, c'est plus l'argent qui t'intéresse aujourd'hui. Ouais, parce que dans cet écosystème, il y en a qui se gavent. Voilà, clair. Hein. Donc,
comme moi, c'est plus mon paradigme, ça a pu l'être. Enfin, alors, me gaver, non, mais en tout cas avoir des envies ou voilà, des besoins supérieurs, bah ouais, c'est un peu moins évident à communiquer. Là, c'est plus facile. Comme j'ai fait j'ai compris que ça n'amènerait à rien et que je serais pas plus heureux avec plus. C'est plus facile de communiquer quand on est dans ce paradigme. Yes. Donc maintenant, c'est vraiment l'impact qui t'intéresse. Et c'était quoi ton déclic à la base? Qu'est-ce qui t'a poussé à changer de paradigme en soi, de t'intéresser à tout ça, à l'écologie? Hmm. Trois sources, je pense, qui ont agi à des moments. Donc, je date mon début de prise de conscience, mais et de bascule dans les années 2017-2018. Il y a d'une part ma femme, que j'ai rencontrée à cette époque-là et qui avait une projet entrepreneurial, une marque éthique, marque de textile éthique et éco-responsable. Ça m'a permis de prendre conscience un petit peu des enjeux sur ces sujets de fast fashion dont on parle beaucoup en ce moment. Et puis, en parallèle, j'avais un copain beaucoup plus engagé, avant l'heure, qui déjà depuis des années m'expliquait ce qui était en train de se passer. J'étais un peu hermétique. Et du coup, je me suis souvenu de tout ce qu'il me disait. Euh, et enfin, je me suis bouffé d'une blancovicie. Euh, donc j'ai regardé ses cours, ses interventions à l'Assemblée, etc., etc. Et puis là, bah, j'ai compris. Et puis après, une fois que j'ai compris ce qui se passait, ça a changé tout pour moi. Et maintenant, ça fait bientôt 1 heure qu'on tourne, on arrive à la fin de l'épisode. J'aurais bien aimé faire avec toi un petit jeu que les auditeurs et les auditrices ont commencé à connaître, hein. C'est tout bête, hein, question-réponse. Faudrait que tu répondes par vrai ou par faux. Plusieurs questions. Donc euh, la première, ce serait est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux que la plupart des entrepreneurs, la plupart des entreprises aujourd'hui ne sont intéressées que par l'argent, donc entreprennent sans réelle considération pour l'environnement, l'écologie, ce dans quoi tu crois en fait aujourd'hui. Alors, oui, pardon, c'est une question. Faut que tu répondes. Oui, vrai. Ah ouais, vrai, malheureusement. Euh, Après, ma conviction, c'est que ces gens-là vont mourir. Alors, les organisations ne vont pas pouvoir se- être suffisamment résilientes à tous les changements qui vont arriver. Deuxième question ensuite, toujours un peu sur l'écologie. J'imagine que tu connais le principe des crédits carbone, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le droit des entreprises à polluer concrètement contre un prix. Il y a un marché des crédits carbone, etc. Des entreprises qui se vendent entre elles les droits de polluer. Je crois que c'est assez récent. Est-ce que selon toi, il y a comment dire, un coût à polluer assez élevé aujourd'hui? Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Le droit à polluer existe depuis qu'on crame du charbon. Donc ça fait presque 200 ans. Et à l'époque, parce que quand tu prends du charbon et que tu as une usine juste en banlieue proche d'une ville, ça polluait beaucoup plus que maintenant. Du coup, il y avait déjà ça. Euh, le pétrole est arrivé et donc on a pu changer. Enfin, déjà, le pétrole émet moins que le charbon. On a pu changer de process, etc. Donc les droits à polluer ont disparu et ça revient. Oui, je suis d'accord avec toi que c'est pas assez, que voilà, tout ce qu'on veut et qu'en fait il faut qu'on associe, qu'on donne un prix au carbone euh, beaucoup plus important que ce qu'on on fait aujourd'hui. Ok. Et donc, bah, ça va faire 1 heure qu'on tourne. Pour de vrai, cette fois-ci, troisième et dernière question de ce question-réponse sur comment s'entourer, comment recruter. Est-ce que c'est vrai que quand on entreprend, il faut toujours s'entourer de personnes plus expérimentées que soi dans certains domaines? Oui, euh, à fond, le fait de s'entourer, euh, mais même je dirais quel qu'il soit. Évidemment, si tu trouves, enfin si tu arrives à identifier euh, dans ton environnement des
personnes expérimentées sur les quelques sujets sur lesquels tu as des lacunes, c'est l'idéal. Voilà, après, quand tu démarres un projet, tu n'as pas souvent le pognon pour payer ces gens qui a haute valeur ajoutée. Donc, il faut trouver au début des bénévoles. Et même si tu n'as pas ça, moi, je conseille à tout le monde de s'entourer de pairs, de copains entrepreneurs, de ne pas vivre cette aventure seule. Voilà, en tous les cas. D'accord. Et donc, bon, j'ai menti. Une dernière question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu aurais donc, pour finir cet épisode, un livre, une ressource en général à conseiller aux auditeurs, aux auditrices? À part la BD de Janko, pas tellement un livre, mais un principe. L'ouvrage de référence sur le sujet, mais l'effectuation. Tout entrepreneur qui démarre un projet devrait connaître, devrait savoir ce que c'est que l'effectuation. Et s'en inspirer pour faire pour démarrer son business. Et j'en ai un deuxième, ça me vient, sur la perma-entreprise. Donc le livre de Sylvain Brozard sur la perma-entreprise. Comment on s'assure justement qu'on lance un projet qui a une mission d'intérêt général. Ok, ça a l'air intéressant. Je vais sûrement me l'acheter, tiens. La perma-entreprise de Sylvain Brezard, donc, la BD de Janko et l'effectuation. Trois choses à regarder déjà. Merci beaucoup, Timothée, pour ces trois ressources, donc, et pour cette heure passée avec toi, l'air de rien, hein. Merci pour l'épisode, c'était un plaisir d'enregistrer avec toi. Avec plaisir. Merci Cyprien. Et non, merci à toi. Tout le plaisir est pour moi. Au revoir, Timothée. Au revoir. Vous venez de finir cet épisode, mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Je vous invite à commenter, me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, liker et vous abonner. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée.